Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de pouvoir m'exprimer, de ne pas avoir de frein, d'être poussée à faire ce que j'aimais, quoi. Sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, le rêve d'une Silicon Valley à la française commence à prendre forme. La recette du cocktail californien est prometteuse, mixer l'enseignement supérieur, l'université avec les grandes écoles, mais aussi avec les laboratoires d'entreprise et les startups. La clé pour coller aux exigences de la compétition mondiale et figurer dans les classements internationaux de type Shanghai. Nous sommes à l'école normale supérieure, c'est ici que l'on forme l'élite scientifique française, une architecture très design signée Renzo Piano qui invite au décloisonnement entre les disciplines. C'est ici qu'en 2020, Emeline Faugère est arrivée dans ce nouveau décor. Dans les enseignements qu'on fait, on essaye un maximum d'enrichir nos élèves de cette capacité à travailler ensemble. Ça, c'est une éprouvette de béton qui doit être sollicitée en vibration. Emeline enseigne au département de génie mécanique depuis 2013. Dans ce reportage, vous allez découvrir comment elle cultive avec ses étudiants son goût pour cette discipline, mais pas que ça. Emeline développe d'autres atouts plus personnels, comme le dessin et le sport. Pour elle, le fondement d'un bon apprentissage repose sur l'interdisciplinarité et sur l'art de faire émerger l'originalité de chaque étudiant. Objectif, développer les affinités entre chercheurs, catalyser les rencontres qui feront les projets de demain. Mais l'accès à ces formations scientifiques ouvertes à tous n'est pas toujours évident. Dans ce portrait, vous verrez aussi comment Emeline cherche à faire sauter certains verrous, des barrières qui font obstacle à la parité homme-femme ou à la mixité sociale. J'ai adoré bricoler depuis que je suis toute petite. J'avais pas mal de mécanos, des Lego. J'aimais comprendre comment les choses bougeaient, j'aimais comprendre comment les choses marchaient, le fonctionnement des objets qu'on utilisait, et puis j'aimais en créer. Je dirais que c'est l'étude des systèmes et des composants qui constituent les systèmes, sous l'aspect du matériau, sous l'aspect de la géométrie des différentes pièces ou des différents composants, sous l'aspect des sollicitations de ces pièces ou de ces composants. Comment ça se déforme, est-ce que ça risque de casser, est-ce que ça va revenir en position ou pas. Et sous l'aspect aussi de la production, comment est-ce que c'est fabriqué et comment est-ce qu'ensuite c'est industrialisé. Je dirais que c'est ça le génie mécanique et j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas si j'ai oublié certains aspects. Je vais me faire tirer les oreilles. Alors le chef indien, c'est quelqu'un que j'appelle aussi Iggy Pop ou bien le pâté de sable. C'est une sculpture que j'ai faite après un projet d'élèves où on utilisait du mortier thixotrope, donc c'est un type de mortier. On essayait de faire de la caractérisation de ce matériau avec des élèves dans le cadre d'un projet où on mêlait art et sciences. Et j'avais pas vraiment envie de jeter ce mortier. Donc à la fin de la séance, je suis restée un peu tard à l'école et j'ai fait ce modelage. J'ai des parents qui sont tous les deux ingénieurs. Donc même si à l'époque ça ne m'intéressait pas forcément plus que ça de les écouter quand ils ouvraient le capot de la voiture et qu'ils voulaient m'expliquer ce qui s'y passait, même si je tiens à préciser que la méca ce n'est pas que ouvrir un capot de voiture, loin de là. Ma mère est ingénieure, donc j'ai un modèle féminin de femme qui a réussi, qui a relevé les manches, qui est arrivée dans un milieu extrêmement masculin, celui de l'automobile. Au fur et à mesure, je me suis quand même rendu compte que moi, oui, j'ai passé tout ça sans grande difficulté, avec beaucoup de plaisir, mais c'était pas forcément le cas de toutes les jeunes filles en fait qui passent par ce système-là. J'ai pas du tout le souvenir de m'être fait traiter de garçon manqué. C'est un milieu qui est quand même très masculin, hein, la physique, enfin les sciences en général. Donc je faisais du judo. Au judo, j'ai rencontré quand même pas mal de copains. Et c'est des copains avec qui j'allais faire du foot le week-end, avec qui j'allais faire du vélo. Donc clairement, j'avais un environnement amical très masculin. En même temps, j'aimais bien aussi plein d'autres trucs qui sont stéréotypés féminins. J'ai pas vraiment souffert, même pas du tout souffert de ça, quoi. C'est une fois que j'étais enseignante à l'ENS Paris-Saclay, que j'ai commencé quand même à me poser ces questions sur pourquoi est-ce qu'on avait aussi peu d'étudiantes
Si je prends les actions mécaniques là, 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 et que je dis la somme de ces actions mécaniques égale 0, là, potentiellement, avec uniquement la proposition que j'ai, je peux être équilibré. En termes de moment, c'est pas du tout le cas. Là, vous voyez bien qu'on est en train de partir en sucette, quoi. La première année en sciences pour ingénieurs à l'ENS Paris-Saclay était une classe exclusivement de mecs. Je trouve que c'est hyper important de se dire qu'est-ce qu'on veut pour la société. Nous, on est centre de formation des futurs concepteurs et conceptrices du monde de demain. Donc c'est fondamental en fait qu'on se pose la question de la diversité des personnes qu'on recrute et qu'on forme. Tout le monde n'a pas ce vent dans les voiles, quoi. Et il y en a beaucoup qui ont des freins. Et les freins, ils peuvent venir du système éducatif. Et moi aussi, je porte un regard extérieur sur ce que je fais. Et il y a des moments où j'ai des comportements ou des paroles qui peuvent être genrées. Comme j'en ai conscience, je travaille dessus. Mais il y a énormément en fait, de profs qui, malgré elles et eux, font des boulettes. Il y a des enquêtes qui ont été faites. On voit bien que le vocabulaire qui est utilisé sur les bulletins scolaires, le vocabulaire qui est utilisé à l'intérieur d'une classe, il est genré. C'est vrai que je pense que quand on a confiance en soi, on fait ce qu'on veut, pas forcément parce qu'on se mobilise plus que d'autres personnes, mais parce qu'en face de nous, on a des personnes qui croient en nous, qui croient en nos capacités et qui vont pas nous mettre des freins ou nous dire « fais attention à toi ». T'es sûr que c'est pour toi? Moi, à chaque fois que j'ai dit que je voulais faire de l'enseignement en sciences, que je voulais faire de la méca, il n'y a jamais personne qui m'a dit « mais t'es vraiment sûre hein ?» Et je me dis que ça, c'est... Bah oui, j'ai confiance en ce que je veux. Et une fille qui n'a pas forcément confiance en elle parce que le modelage sociétal l'aurait conduit à douter régulièrement d'elle, dans ses capacités. C'est peut-être quelqu'un à qui on va plus souvent dire « t'es sûre, fais gaffe quand même parce que... bon, t'es un peu fragile, ça risque d'être préjudiciable, va pas forcément dans cette voie-là, tu sais, il va falloir se les cogner, les gros lourds, voilà, on peut se le dire comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui intériorisent ça et qui se disent, ouais, prudence, j'y vais pas. Au judo, on apprend à chuter, et on apprend à chuter sans se faire mal. Et donc du coup, c'est parce qu'on sait chuter sans se faire mal qu'on sait se relever et qu'on sait renvoyer, réattaquer l'adversaire, et puis à un moment donné, on arrive à aller sans peur vers un adversaire qui fait 2 fois son poids, si ce n'est 2 fois sa taille. Ça m'arrive encore. Et j'y vais sans peur. Et dans les valeurs du judo, il y a le courage. Ça, c'est un apprentissage, en fait. Et je pense qu'à l'école, tout le monde devrait apprendre ça. Tout le monde devrait être encouragé à avoir ce courage-là. Et c'est pas grave si on se trompe sur le choix d'une filière ou... faut y aller, quoi, parce que si on aime ça, ça va forcément marcher. Je suis le dernier artiste de Paris, il manque plus que l'accordéon. Ils attendent de me pendre, la corde est haute. Je leur souhaite bonne chance, j'ai un putain de cardio. Non. Alors aujourd'hui, je suis venue plaindre Thibaut. Thibaut, c'est un mec qui fait du rap, comme on peut l'entendre, que j'ai vu ici à Bastille il y a, 3 semaines. J'ai méga kiffé son flow, donc je lui ai dit. Et on a monté une collab ensemble et aujourd'hui je viens le dessiner pour préparer une pochette d'album. On va voir ce que ça donne, ça se trouve ça donnera rien mais on y va, en tout cas c'est bon flow aujourd'hui et voilà, on s'amuse. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de dessin, de peinture, de sculpture, de tout ce qui peut se transformer et de tout ce qui peut se traduire matériellement comme l'expression de ce que moi je ressens. Les sciences, les arts et le sport, pour moi, ça va ensemble et il y a vraiment des parallèles qui s'opèrent très régulièrement. Je mange qu'une fois par jour et sage, je suis lancé par RSA. J'ai une aberration, que personne écoute mes sons. Donc je monte une opération, je vais percer à coups de tes sons. L'approche que j'ai du dessin, c'est vraiment une approche expressive et limite photographique. Et souvent, je vais dessiner des corps ou je vais dessiner des regards, je vais dessiner des portraits parce que c'est l'âme de ce que je vais dessiner qui passe par là. C'est vraiment comme si je mettais une vitre entre la personne que j'ai envie de dessiner et moi. Et je vais le décalquer, mais avec mes couleurs. Voilà. Et donc du coup, je passe pas du tout par l'analyse de ce que je dessine. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Mais clairement, ma pratique artistique et ma compréhension du monde via ce que j'observe et via ce que je ressens, ça, je le transmets à mes élèves. Et je pense que quand j'explique la mécanique, je l'explique aussi en ressenti. Je me retrouve souvent à mimer ce qui se passe. Même avec les collègues, quand on a des discussions, je fais les trucs qui bougent, je fais le ressort, je fais le truc qui s'écrase. En fait, je pense que mon corps incarne vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Et mon corps incarne la compréhension des phénomènes physiques et mécaniques aussi. Moi, ça passe pas que par le mental, ça redescend et ça diffuse dans tout le corps.
y a un personnage historique qui illustre super bien en fait cet aspect pluridisciplinarité, c'est Léonard de Vinci. Il a été formé dans des ateliers boutiques à Florence. Et dans les ateliers boutiques, qu'est-ce qu'on retrouvait? On retrouvait plein de corps de métier qui étaient vraiment au même endroit. Donc on avait de l'ingénierie, on avait de l'art, on avait de l'artisanat, un système d'apprentissage, donc des apprenants jeunes qui débarquaient là adolescents et qui regardaient tout ça. Alors je dis adolescents parce qu'il n'y avait pas de filles, donc voilà, donc pas d'adolescentes. Les seules filles dans ces ateliers boutiques, c'était les modèles pour les tableaux ou les sculptures. Et alors pourquoi je dis qu'il est chanceux, ce gars? Parce que justement, c'est un enfant illégitime et qu'il n'a pas eu le droit d'aller à la fac. Et comme il n'a pas eu le droit d'aller donc se former dans des formations élitistes, il a été quelque part obligé de se retrouver dans ces ateliers boutiques et de faire de la formation par apprentissage. Il y a tout un tas d'individus qui ont des savoirs propres qui gravitaient autour de lui. Lui, il a réussi à quasiment tout intégrer et puis à créer les liens entre ces individus et entre ces disciplines. Mais c'est pas lui qui a tout fait tout seul. Oui, c'est un génie, mais je trouve ça un peu énervant quand même de pas mentionner le fait qu'il s'est appuyé sur une richesse collective et que c'est parce qu'il y a toute cette intelligence fusionnée que derrière on a eu des choses extraordinaires qui ont vu le jour voilà, après son passage, quoi. Donc c'est pour ça que dans les enseignements qu'on fait, on essaye un maximum d'enrichir nos élèves de cette capacité à travailler ensemble. En fait, c'est vraiment ça, c'est de l'enrichissement là. Personnel sur le travail en collectif. Sur l'école, on a, comme je le disais tout à l'heure, des sciences appliquées, des sciences plutôt dites sciences dures et des sciences humaines. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi à l'échelle de l'école, c'est de faire se rencontrer ces élèves-là sur certains projets. Et puis, si on ouvre encore le spectre de cette diversité-là et de la mise en réseau, en fait, des différentes intelligences et des différents cœur de métier ou cœur d'apprentissage, on peut aller vers des collaborations avec d'autres écoles. On a beaucoup de disciplines en fait qui sont abordées à l'échelle de l'école, une quinzaine. Et en fait, nos élèves se retrouvent dans des centres d'intérêt qui sont des centres d'intérêt transversaux. Et c'est ça qui est beau quand on est dans une association sportive et qu'on met en lien des élèves qui font des sciences pour l'ingénieur et de la mécanique avec des élèves qui font des sciences sociales. Et là, encore à la remise de diplôme, on a une élève qui nous a fait un très beau discours là-dessus, sur le fait que sur le terrain de rugby, elle avait rencontré justement beaucoup d'amis de sciences sociales et qu'elle s'était posé des questions qu'elle ne se serait jamais posées sinon. Ce serait beaucoup plus riche en fait s'il y avait une vraie diversité sociale. Voilà. Donc oui, on l'a et ça reste intéressant, mais en vrai, ça pourrait être beaucoup plus riche. Et ça, moi, j'espère qu'un jour, ce sera beaucoup plus étoffé. Mais je fais hyper attention quand je fais les groupes au début de l'année. Donc ça, c'est très pratico-pratique. Mais je fais hyper attention à mixer les genres, à mixer les profils. On a des élèves qui viennent pas des mêmes Master 1. Donc je les mixe aussi. Et j'essaie de faire en sorte que les groupes soient le plus riches possible. Le conseil que je peux donner à des étudiants ou des étudiantes ou des futurs étudiants ou étudiantes, des élèves qui sont en train de se poser des questions sur leur choix de parcours, qui sont peut-être plus ou moins avancés dans le système scolaire, c'est d'oser aller rencontrer certaines personnes, d'oser pousser des portes et de ne pas se mettre de barrières sur la rencontre. Parce que je pourrais très bien dire oui, oser ces disciplines-là, mais en fait... Personnellement, je trouve que c'est un peu bateau. Et on peut toujours dire ça, si la société elle bouge pas et si l'accompagnement bouge pas, c'est comme si on n'avait rien dit. En revanche, dire il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vous ouvrir les bras, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vous aider, ça c'est très vrai.